Bonjour à tous. Pendant les 20 prochaines minutes, je vais vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur chez Juniper, le réseau, et sous une forme un petit peu nouvelle, à savoir le SDN. Et je vais essayer d'articuler les raisons pour lesquelles les solutions SDN ont une valeur ajoutée, particulièrement pour OpenStack et pour de nouvelles générations de solutions qui sont en train d'arriver sur le marché. Tout d'abord, pourquoi faire différemment? Si on se projette un petit peu en arrière, les réseaux étaient relativement statiques. On déployait des serveurs physiques, on installait une application par serveur, on allait configurer toute la chaîne du serveur jusqu'au firewall qui allait renforcer les règles de sécurité. Et on créait des silos application par application par application et ainsi de suite. C'était pas forcément très grave, on avait du temps, on avait de l'argent, tout allait bien. Par contre, ce modèle-là a commencé à être un petit peu remué au moment où la virtualisation est arrivée. Au lieu de provisionner un serveur en plusieurs semaines et d'avoir le temps de provisionner la chaîne de service, on s'est retrouvé avec des virtual machines qu'on est capable de démarrer en quelques minutes. Et au moment où la virtual machine va être prête à être connectée et à être active sur le réseau, on ouvre un ticket auprès de l'IT pour avoir la configuration des différents switches interconnectant les infrastructures, la mise à jour des règles de firewalling, la mise à jour des load balancers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on se rend compte qu'on a gagné énormément en termes d'agilité du point de vue de la virtualisation au niveau du compute. Le stockage aussi était assez piloté déjà au travers d'API et on est capable d'accrocher dynamiquement du stockage à l'infrastructure. Par contre, le réseau ne suivait pas. Donc la question était de se poser quelle est la meilleure façon de faire suivre le réseau. Est-ce qu'on améliore l'interconnexion entre le réseau physique et le réseau virtuel? Ça fait partie d'une première génération de solutions où en gros on a mis en place des plugins écoutant ce qui se passe dans le monde virtuel, se connectant sur l'infrastructure physique et essayant d'automatiser au maximum. Ce modèle a un certain nombre de limites et en fait on se rend compte que désormais le but c'est de pouvoir traiter l'ensemble de l'infrastructure, à savoir le compute, le storage et le réseau, comme un pool de ressources. Et que ce pool de ressources soit piloté au travers d'API et orchestré au travers d'orchestrateurs. Au moment où vous allez déployer une nouvelle infrastructure, une nouvelle application, un nouvel étage dans l'architecture, non seulement vous allez provisionner la virtual machine ou le container, vous allez au même moment provisionner et attacher le stockage à cette machine, et vous allez accrocher cet élément sur un réseau virtuel sur lequel vous allez renforcer des règles pour permettre à ce réseau virtuel d'être interconnecté avec d'autres réseaux virtuels et éventuellement de passer par des chaînes de services de type firewalling, load balancer et ainsi de suite. On va passer dans un monde qui est beaucoup plus virtuel, beaucoup plus décorrélé de l'infrastructure physique, où la notion de localisation ne va plus être importante. C'est-à-dire que l'orchestrateur va décider de déployer une virtual machine dans un rack sur un compute node, le réseau va suivre. On va être capable dynamiquement d'étendre le réseau et d'étendre les policies au travers de l'infrastructure sans avoir à toucher à l'infrastructure physique. L'impact va être assez intéressant, notamment au niveau de la fabrique data center. On va être capable de la simplifier extrêmement et on va pouvoir éviter d'avoir des tonnes d'opérations manuelles. Donc en gros, les nouvelles générations de solutions réseau dans ce monde virtualisé, automatisé, vont passer d'un mode où on passait beaucoup de temps, élément par élément, à comprendre toute la chaîne, à construire la redondance au niveau physique dans toute l'infrastructure et à essayer d'automatiser boîte par boîte pour arriver à un résultat, où l'ensemble de l'infrastructure va être exposé auprès des orchestrateurs comme étant un seul système. Quand on a un seul système automatisé, on peut commencer à y penser. Cependant, la deuxième étape après ça est de représenter l'ensemble du système au niveau, avec des abstractions suffisamment simples pour qu'il puisse être consommé au niveau de l'orchestrateur. Donc typiquement, un réseau, qu'est-ce que c'est? Dans le monde physique, c'est un VLAN, c'est des VRF, c'est des logical systems dans les firewalls, c'est énormément de choses. Un réseau sur un système SDN, c'est juste un réseau. Et après, ce réseau-là, on va lui appliquer un certain nombre de propriétés. On va lui dire qu'il a le droit d'être connecté à tel autre réseau, avec tel type de policy. Mais le niveau d'abstraction à partir duquel l'orchestrateur va interagir avec le contrôleur SDN est extrêmement fort versus ce qu'il y avait auparavant. Auparavant également, on avait besoin d'interface humaine pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir construire cette topologie à la fois logique et physique. Et on va, au travers des solutions SDN, automatiser l'ensemble de ces policies. Donc on va voir après, une fois qu'on a réussi à faire une abstraction du réseau, on est capable d'interagir avec ces petits blocs, ces petits Legos, versus l'infrastructure physique qu'on avait à gérer auparavant. Et dernier point, un trend extrêmement massif, on passe de solutions propriétaires, intégrées de bout en bout, du bas
du hardware, du serveur ou du réseau jusqu'au software qui pilote l'ensemble de l'infrastructure, clairement, le marché part vers des solutions beaucoup plus ouvertes, jusqu'à parfois open source, parfois non open source, mais au moins où le client est en charge de faire le choix. Vous avez un certain nombre de briques. Si on prend le cas d'OpenStack et du plugin Neutron, qui est le plugin réseau d'OpenStack, vous avez au moins une trentaine de choix de back-end pour réaliser le réseau au travers d'OpenStack. La plupart de nos clients expriment toujours le même besoin. En fait, le début de la conversation commence toujours autour du cloud. Je crée un cluster OpenStack, je veux avoir de la dynamicité, je veux avoir les mêmes services que j'ai classiquement dans mon réseau, hautement disponibles, sécurisés, dynamiques et ainsi de suite. Et on se rend très vite compte qu'on doit s'intégrer à un existant. Donc sur la gauche, vous avez un existant traditionnel avec du VLAN, des serveurs physiques. Vous avez un existant de virtualisation de première génération, où on va retrouver par exemple du VMware. Et le but, c'est de pouvoir interconnecter de manière transparente ces différents îlots avec une seule solution. Avec clairement comme vision à terme de pouvoir non seulement interconnecter vos propres ressources dans vos propres data centers, dans vos propres locaux, mais également de pouvoir s'étendre sur le cloud public. Je pense que sur les 18 derniers mois, je n'ai pas rencontré un seul client qui se demande comment consommer du cloud chez lui, du cloud chez les clouds publics, principalement Google, Amazon et autres. Et donc on va vouloir pouvoir piloter et interconnecter l'ensemble de ces infrastructures de la manière la plus simple possible, la plus automatisée possible, entre ces différents types d'environnements. La plupart des clients aussi n'ont pas qu'un seul data center. Pour des raisons de disaster recovery, pour des raisons de performance, les clients vont déployer plusieurs clusters, notamment pour OpenStack, dans différents sites. Et la question va se poser également d'étendre l'infrastructure réseau au travers du WAN sur plusieurs data centers et d'étendre les policiers associés à ça. Donc si vous avez un front-end, un back-end, les ressources dans le front-end et dans le back-end vont être distribuées sur plusieurs infrastructures et on va vouloir être certain que les policies de sécurité, les policies de connectivité inter-étages de l'application vont pouvoir être étendues au travers de l'infrastructure. Donc qu'est-ce qu'on fait avec la solution Contrail, avec notre solution SDN? On va virtualiser le réseau. Alors c'est quoi virtualiser le réseau? C'est globalement fournir la capacité à isoler un groupe de ressources, de la VM, du container, du serveur physique, les interconnecter entre eux au sein d'un groupe fermé, ce qu'on va appeler un réseau virtuel, de créer plusieurs réseaux virtuels. Donc, chaque réseau virtuel a l'impression de vivre dans son propre monde sans connaître l'existence des autres réseaux virtuels. Et à la demande, quand il est nécessaire d'interconnecter les réseaux virtuels, d'appliquer des policies entre ces différents réseaux virtuels. Ça amène en fait le modèle suivant, où en fait avec très peu de petits blocs simples, donc un bloc réseau virtuel, un bloc correspondant au type de workload qu'on va accrocher au réseau virtuel, de la VM du container ou du serveur physique, et un bloc de service, typiquement du firewalling quand on va faire de l'inspection layer 4.7, des load balancers. On va être capable de construire des infrastructures logiques extrêmement simples, à la demande, complètement automatisées, sans avoir à penser à toute l'infrastructure sous-jacente. Donc le contrôleur SDN va prendre ces instructions de l'orchestrateur. Donc OpenStack, ce sera au travers de Neutron. Si on prend du Kubernetes, on va écouter les API Kubernetes. Et quand on va voir qu'un cluster et qu'un pod est en train d'être déployé, on va plugger le pod sur l'infrastructure Contrail. Et on va pouvoir construire ce type de topologie à la demande de manière extrêmement efficace et extrêmement simple. Quand les fondateurs en fait, de Contrail ont commencé à construire la solution, ils sont partis autour de quelques principes de base. La première chose, c'est d'utiliser exclusivement des standards. Donc on sait qu'on a toujours à être déployé dans des environnements brownfield. On a du physique, on a du virtuel, on a du cloud, on va avoir des containers, on va avoir d'autres choses après. On doit s'interconnecter multi-data center, on doit s'interconnecter vers le cloud public. Donc l'idée, ça a été dès le début d'utiliser que des protocoles standards pour interagir avec l'infrastructure physique existante. Le but aussi est de pouvoir supporter les infrastructures physiques et virtuelles. Alors, il y a un certain nombre de appliances déjà en place, donc on va faire en sorte de pouvoir s'interconnecter de manière efficiente sur les solutions virtuelles et sur les solutions physiques déjà en place. Open source, chez Juniper, c'est la première fois où on a fait un effort aussi important. On a open sourcé toute la solution Contrail. Donc le jour où on a annoncé la solution Contrail en tant que produit Juniper supporté par Juniper, au même moment, on a open sourcé 100% du code.
Tous nos développements sont faits sur le GitHub public d'OpenContrail. Je reviendrai un petit peu après là-dessus. Et ça correspond parfaitement au type d'environnement dans lequel on s'intègre. On s'intègre sur l'OpenStack, on s'intègre sur du Kubernetes, on s'intègre sur du Mesos. On est toujours intégré en fait, sur un environnement open source où on va pouvoir assembler différentes briques du Lego. Quand on peut utiliser les accélérations hardware, on va le faire. Le software vous fournit une très très forte agilité. Par contre, il y a un certain nombre de use cases où effectivement, utiliser que du software va être extrêmement peu effectif d'un point de vue coût et d'un point de vue performance. Donc quand on peut s'interfacer avec une solution hardware, on va le faire. Et c'est ce qu'on fait avec les routeurs, c'est ce qu'on fait avec les gateways, c'est ce qu'on fait avec un certain nombre de choses. Et dans pas très longtemps, on va également fournir la possibilité d'utiliser des NIC dédiés dans certains serveurs qui ont besoin de performances très fortes et offloader la plupart du traitement de forwarding dans ces NIC hardware. C'est un use case particulièrement drivé par les opérateurs qui virtualisent toutes les fonctions réseau aujourd'hui et qui ont besoin de très très fortes performances. Et enfin, on va supporter également tout ce qui est écosystème autour de nous, à savoir des équipements physiques, hardware, réseau différents des nôtres. Les nôtres étant ceux de Juniper, donc on trouve du Cisco, de l'Alcatel et d'autres vendeurs. On va également accepter et fournir une plateforme pour que n'importe quel type de VNF, de fonction réseau, puisse tourner sur la plateforme, donc des virtual firewalls de toute la planète, et ainsi de suite. Et on a tout un process pour supporter ce type d'environnement. Comment va être construit le contrôleur? C'est relativement simple. On a un cluster de contrôleurs que vous voyez juste ici, au milieu, qui va avoir différents composants. Un composant de configuration qu'on va plugger sur les orchestrateurs. Donc à nouveau, au niveau d'OpenStack, ce sera du Neutron. Au niveau de Kubernetes, on va écouter les API Kubernetes. Et on va construire et modéliser le réseau avec un très fort niveau d'abstraction. Au moment où la configuration va être poussée sur l'infrastructure sous-jacente, en bas dans l'infrastructure, on va transformer cette vision au niveau de l'infrastructure en plein de petits composants et en plein de configurations uniques sur chacun des devices, et ça va être fait complètement automatiquement. On a également un moteur d'analytics. Un des risques associés aux solutions SDN, c'est la perte de visibilité et le changement par rapport à ce que vous faites traditionnellement. Donc en fait, le contrôleur va non seulement prendre en compte les tâches de configuration, mais également toutes les tâches opérationnelles. Donc on va pouvoir remonter tous les éléments de l'infrastructure, on va pouvoir remonter des informations au contrôleur pour qu'on puisse fournir une visibilité complète, non seulement au sein du réseau virtuel, mais également l'interconnexion entre le réseau virtuel et le réseau physique. À nouveau, tous les composants permettant la discussion du contrôleur avec l'extérieur de l'infrastructure vont utiliser des protocoles standards. On expose toutes les capacités du contrôleur via des API REST. Donc vous pouvez aller chercher tous les états opérationnels, tous les états de configuration au niveau du contrôleur via des API. On interagit avec le réseau en utilisant un protocole hyper standard qui s'appelle BGP, qui permet d'échanger les états du réseau physique avec le réseau virtuel et d'interconnecter de manière très forte le physique et le virtuel. Au niveau des top of rack, on utilise également un protocole standard qui s'appelle OVSDB, qui nous permet de nous interconnecter avec des switches soit Juniper, soit autres. Le contrôleur va donc être en charge de réaliser ce que vous voyez en haut à droite. Je crée un réseau bleu, je crée un réseau vert, j'attache des ressources à bleu, j'attache des ressources à rouge, j'interconnecte les réseaux entre eux et je fais éventuellement du chaînage de services entre les deux réseaux. Quelles sont les fonctions que vous allez retrouver dans ce contrôleur? À peu près tout ce que vous pouvez imaginer que vous avez déjà dans vos réseaux physiques. Du switching, du routing, du firewalling, du load balancing, de la sécurité, de la visibilité, du mirroring. À peu près tout ce que vous connaissez dans les réseaux physiques va se retrouver également dans le réseau virtuel. La manière dont on va implémenter ça, quand on peut, on installe un composant logiciel dans le serveur qui va faire toutes ces fonctions de switching, de routing et toutes les fonctions supplémentaires dont j'ai parlé auparavant. Un des composants absolument fondamentaux d'une solution SDN, ça va être le contrôleur et la capacité de ce contrôleur de scaler au fur et à mesure que vos infrastructures vont grossir, et également la capacité du contrôleur à fournir des services de très très haute disponibilité. Donc le modèle qu'on a utilisé, c'est un modèle qui est très très proche de la manière dont Internet est créé, l'équivalent de route reflector et de distribution de routes qui a pu grossir avec l'Internet depuis quelques années. On a repris tous ces principes fondamentaux en fait dans Contrail. La seule grosse différence entre un Contrail et un réseau Internet, c'est que l'ensemble de l'infrastructure va être complètement piloté avec un très fort niveau d'abstraction de manière logiquement centralisée et physiquement distribuée.
Je vais passer sur ce slide-là. Alors le cas typique, ça c'est un cas vraiment typique d'entreprise. On va nous demander de créer un virtual network qu'on va devoir étendre entre du réseau physique, des serveurs physiques, des VM tournant sur OpenStack, du Kubernetes tournant sur OpenStack également, ou alors du Kubernetes ou du Mesos tournant sur du bare metal. L'idée, c'est de pouvoir regrouper ensemble tout type d'infrastructure, de workload, au lieu de créer à nouveau des silos. Le vrai risque aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle les nouvelles technologies arrivent, à chaque nouvelle technologie, on va créer son nouveau silo. Donc on va avoir un silo physique, un silo virtuel, un silo OpenStack, un silo container, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'on observe, c'est que la plupart de nos clients nous demandent de fournir ces plugs en fait, sur tous ces systèmes d'orchestration. La sécurité, c'est également un use case très commun. On va nous demander d'enforcer les règles de sécurité, non seulement entre les réseaux, donc on est capable de dire qu'un réseau vert et un réseau bleu vont être interconnectés et simplement autoriser le trafic HTTP ou SQL par exemple, mais également au sein même du réseau, on est capable d'enforcer des micro-règles au niveau de l'interface virtuelle, pluguant le container ou pluguant la virtual machine. L'extension Interdata Center, c'est aussi quelque chose qui, dès le début, a été conçu dans la solution Contrail, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus demandé. Donc on va créer plein de clusters, on va interconnecter ces clusters-là, soit les clusters vont directement parler l'un avec l'autre, et on va étendre des réseaux virtuels au-dessus d'un réseau WAN, simplement en fournissant de la connectivité IP, ou alors on peut également descendre dans le réseau MPLS. Si vous avez une infrastructure MPLS ou si vous utilisez une infrastructure MPLS d'un opérateur, on est capable de descendre dans l'infrastructure physique également. Le service chaining, la capacité à insérer dynamiquement des services entre différents réseaux. Comme on a un très fort niveau d'abstraction, en fait, on travaille avec des petits blocs. Donc le petit bloc, c'est les réseaux. Et entre les deux, on va être capable dynamiquement de changer les policies. Donc on peut démarrer typiquement en dev avec 3-4 virtual networks interconnectés entre eux sans service particulier inséré au milieu. Et au fur et à mesure où on va partir en production, on va être capable de dropper des services au milieu. C'est un use case qui est particulièrement important et utilisé par les opérateurs. Donc la plupart des telcos sont en train de virtualiser leur accès GILAN, sont en train de virtualiser leur EPC. Et on se rend compte qu'on a des chaînes de services avec des tonnes de VM telco qui vont être interconnectées les unes avec les autres. Visibilité, on en parlait juste avant. On virtualise le réseau, on va créer des tunnels au-dessus du réseau physique. Il y a effectivement un risque qu'on donne moins de visibilité aux administrateurs réseau traditionnels vis-à-vis de ce qui se passe au-dessus. Donc la solution va être capable d'absorber l'ensemble des informations remontées par le réseau physique et par le réseau virtuel et de corréler les deux. C'est-à-dire concrètement, quand un paquet va partir d'une VM et va atterrir sur une autre VM, on va être capable de vous dire que le port 80 a été ouvert, et que l'échange a été de 10 kilobits, et on va vous dire par où tous les flux sont passés. Donc s'il se passe quelque chose d'imprévu sur l'infrastructure physique sous-jacente, on va être capable de voir qu'à un moment de la chaîne, les flux ont été rompus, et on va être capable de débugger la solution à la fois sur le physique et sur le virtuel. Et à nouveau, ce qu'on a fait là, on n'utilise que des protocoles standards. Donc les interfaces, les réseaux, les switches de l'infrastructure réseau, on va nous remonter les informations de flow, et on va corréler les uns avec les autres. On a également massivement outillé la solution pour supporter des solutions type du mirroring, de la visibilité. Et toutes ces informations-là sont également consommables via des API. Pour conclure, on parlait de l'importance de l'open source. Il est évident que l'open source devient la solution préférée non seulement des opérateurs mais également des entreprises pour construire les nouvelles applications, que ce soit tout en bas avec quelque chose qui est assez naissant, qui est l'Open Compute Foundation, qui permet de créer des équipements réseau au travers d'interfaces standardisées sur des switches ODM jusqu'à des applications de très haut niveau. En fait, on se rend compte globalement que l'open source est en train de gagner la bataille sur quasiment tous les fronts. Et donc, on a open sourcé Open Contrail. Notre open source Contrail fournit exactement les mêmes fonctionnalités et le même scaling que la version commerciale. La différence, c'est qu'on ne supporte que la version commerciale en tant que Contrail. On est extrêmement permissif, c'est de la page 2. Vous pouvez prendre le code, le modifier. On vous laissera faire ce que vous souhaitez. On a un process relativement bien rodé. Donc nos équipes d'engineering, tout comme nos différents contributeurs, contribuent sur le trunk. À un moment, on va faire un fork. On va créer une version Contrail. On va fixer un certain nombre de bugs. Quand on a fini de fixer les bugs, on les reverse dans le source tree. Et au même moment, la communauté fait la même chose et fournit ses propres releases open source. Quelques petites idées sur le projet. On a environ 700 utilisateurs actifs autour de la communauté Contrail.
une centaine de contributeurs. La majorité reste des Juniper, mais au global, une centaine de contributeurs. L'effort open source pour Juniper, on est à 1 million et quelques de lignes de code, principalement en Python et en C++, sur le projet Open Contrail. Tout est sur l'open, c'est-à-dire que tous nos développeurs, tout le monde travaille sur le code source public. Donc vous voyez, n'importe quelle journée, vous vous loguez, vous voyez les bugs qui sont corrigés, vous voyez les nouvelles features qui sont implémentées, vous voyez les deltas sur code, tout est complètement ouvert. Et on a une communauté qui commence à être assez intéressante. On se retrouve tous aux différents OpenStack Summit où nos clients vont parler de leur expérience avec Open Contrail. Donc au dernier OpenStack Summit à Barcelone, on avait plus de 200 participants avec la participation d'Orange, de Deutsche Telekom, d'AT&T, de Verizon. La fois d'avant, c'était Symantec, eBay. Tous nos clients Contrail ou Open Contrail vont partager les best practices et vont pouvoir échanger autour de leur expérience. Je crois que je suis en retard. Donc un petit slide pour résumer. Voilà, si vous voulez une solution XDN qui vous donne toutes ces propriétés sur la gauche, n'hésitez pas à aller voir sur opencontrail.org et vous verrez davantage d'informations techniques. Je vous remercie.